Bonjour à tous, je n'arrive toujours pas à y croire mais c'est pourtant bien réel. Russell T Davies, le premier showrunner de l'ère moderne de Doctor Who, est de retour sur la série. Et en cette occasion, je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir un peu sur son travail passé. Car si vous avez vu mon top 10 des meilleurs épisodes de Doctor Who, vous avez pu voir que 9 d'entre eux étaient écrits par Steven Moffat. Du coup, un peu malgré moi, mon top des meilleurs épisodes de la série s'est transformé en top des meilleurs épisodes de Steven Moffat. Donc pour contrebalancer, il me semblait pertinent cette fois-ci de mettre son prédécesseur à l'honneur. J'ai donc rassemblé mes 10 épisodes préférés écrits par Russell T Davies, en excluant cependant Doomsday, puisque j'en ai déjà parlé dans mon précédent top 10. J'adore cet épisode, mais pour éviter de me répéter, j'ai préféré le retirer. Considérez-le un peu comme le numéro 0 de ce classement si vous voulez. Alors c'est parti, commençons sans plus attendre pour les 10 meilleurs épisodes de Russell T Davies. Mon précédent top 10 se terminait par le premier épisode d'un nouveau Docteur, et cette fois-ci on va commencer par ça. The Christmas Invasion fait directement suite au final de la première saison de 2005, et aura pour objectif de nous présenter ce jeune acteur appelé David Tennant, faisant ses premiers pas en tant que Docteur. C'est un épisode assez particulier en France, puisqu'il est totalement absent des DVD francophones, donc il y a de fortes chances pour que, comme moi, vous l'ayez découvert bien plus tard, voire même que vous ne l'ayez tout simplement jamais vu. Et pourtant, c'est vraiment un chouette épisode. Certes, ça réinvente pas la roue, mais c'est du pur Davies. Une invasion alien étrangement centrée sur Londres, et une narration rythmée par les péripéties de la famille de Rose Tyler. Il y a beaucoup d'éléments certes très basiques, mais qui font que l'ensemble fonctionne si bien. J'adore tout particulièrement le design et la prestance des Sycorax. Bon, certes, ils deviennent instantanément immobiles à l'arrivée du Docteur, ce qui les rend tout de suite moins menaçants, mais n'oublions pas qu'avant ça, ils venaient d'assassiner froidement 2 innocents. Il y a aussi cette idée selon laquelle le traducteur du TARDIS serait défaillant en l'absence du Docteur, ce qui semble à première vue assez étrange en termes de cohérence. Si c'est le traducteur du TARDIS, il n'y a pas tellement de raison qu'il soit dépendant du Docteur. Mais en réalité, cela servira à matérialiser de façon plus concrète l'absence du Docteur dans cette histoire, et surtout à sublimer son entrée en scène lorsqu'enfin il sortira de son sommeil. Car oui, étrangement dans cet épisode, le Docteur ne se réveille réellement qu'au dernier tiers, laissant les humains se débrouiller en son absence. Mais en dehors du Docteur de David Tennant qui parvient à être instantanément brillant et iconique, ce que je retiendrai surtout de cet épisode, c'est ce superbe affrontement à l'épée contre le chef des Sycorax. Le genre de séquence qu'on a très rarement l'habitude de voir dans la série. Un combat d'autant plus génial qu'il n'est pas sans rappeler l'affrontement entre Luke et Vador dans l'Empire contre-attaque, allant même jusqu'à reproduire le fameux démembrement de la main. Un élément hautement important puisque c'est cette main qui va permettre à Jack Harkness de retrouver le Docteur dans la saison 3, et donc de contribuer à la victoire finale face au Maître, mais c'est aussi cette main qui donnera naissance au double du Docteur en saison 4, sauvant ainsi à la fois le TARDIS et Donna Noble. Cette main tranchée est donc probablement l'un des éléments les plus importants de l'ère Davies, et il vient de cet épisode. Encore un épisode de Noël, mais cette fois-ci on fait un bond dans le temps puisqu'on passe de la première à la dernière saison de David Tennant. The Next Doctor, c'est avant tout un troll de Russell T Davies qui voulait nous faire croire à l'apparition d'un nouveau Docteur. Mais passé cette surprise qui aura réussi son effet au premier visionnage, l'épisode se révèle être une assez bonne histoire de Cybermen ancrée dans un décor victorien. Est-ce que c'est votre tournevis Sonic? Oui, je serais perdu sans lui. En quoi est-il, Sonic? Eh bien, il fait du bruit. C'est Sonic, non? David Morrissey est plutôt convaincant en Docteur factice, et je trouve la justification de sa confusion assez logique, et même touchante puisqu'elle est la conséquence d'un profond traumatisme. J'adore aussi le climax qui est à la fois badass et grotesque, et qui a donc parfaitement sa place dans une série comme Doctor Who. En somme, The Next Doctor est un épisode qu'on a tendance à oublier, mais qui est pourtant franchement fun et efficace, je trouve. Russell T Davies est décidément très fort sur les épisodes de Noël, puisque cette 8ème place est à nouveau occupée par l'un d'entre eux. Voyage of the Damned est un véritable blockbuster au sein de Doctor Who. Le Docteur va se retrouver piégé dans un scénario catastrophe, ce qui va le pousser à sauver le plus de personnes possible. On retrouve ici tout ce que j'aime tant dans le personnage du Docteur, et qui est particulièrement visible avec cette incarnation. Le Docteur est un être profondément altruiste, et il est prêt à tout pour sauver ceux qui l'entourent, sans distinction.
toute la morale de l'épisode repose là-dessus d'ailleurs. Ce ne sont pas toujours les bonnes personnes qui s'en sortent, et pourtant personne n'a le droit de décider qui doit vivre ou mourir. Une morale aussi juste qu'impactante. De tous les passagers que vous auriez voulu sauver, ce n'est certainement pas Rixton que vous auriez choisi. Mais si vous pouviez choisir, docteur, si vous pouviez décider qui doit vivre et qui doit mourir, ça ferait de vous un monstre. Il faut dire que Russell T Davies est particulièrement fort pour mêler l'épique et l'émotion. Car après avoir dû dire au revoir à Rose et Martha, le docteur devra cette fois-ci faire ses adieux à Astrid, une jeune femme qu'il venait de rencontrer, mais qu'il semblait déjà prêt à embarquer à bord du TARDIS. Avec sa galerie de personnages hauts en couleur, ses enjeux et ses scènes riches en émotions, on est là encore face à du pur RTD, et à ce titre, on peut dire que Voyage of the Damned est une belle réussite. Je crois que ce que je préfère dans Doctor Who, c'est les épisodes au concept fort. Bien sûr, j'apprécie les histoires plus classiques d'invasion alien sur Terre, comme on a pu en voir précédemment, mais ce qui fait la richesse de cette série, c'est la diversité de ces différents épisodes. Dans Gridlock, nous voilà de retour à New York, que l'on avait déjà eu l'occasion d'explorer en saison 2, sauf que cette fois-ci, nos protagonistes atterriront dans les bas-fonds de la ville. Un endroit sinistre, à l'opposé de la ville haute, et dans laquelle s'agglutinent des centaines de milliers de voitures, créant ainsi un embouteillage sans fin. Et c'est ce concept qui fera tout le génie de cet épisode particulièrement brillant. Le sous-texte politique est ici assez évident avec sa ville haute et sa ville basse, qui n'est bien sûr pas sans rappeler le Metropolis de Fritz Lang, qui inspirera beaucoup d'autres œuvres dystopiques. L'aspect politique spécifiquement de gauche, c'est quelque chose de particulièrement présent dans le travail de Davies d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'en reparler. Gridlock, c'est donc un véritable coup de maître de son auteur, qui se termine par un magnifique dialogue entre Martha et le docteur lui racontant ses souvenirs de Gallifrey. Un pur bijou du début à la fin. Évidemment, je ne pouvais pas faire un top 10 des meilleurs épisodes de Davies sans parler de son dernier en date, The End of Time. Si son scénario part d'une base assez simple, à savoir le retour du maître sur Terre, ce double épisode restera surtout dans les mémoires pour ce qu'il représente au sein de la série. Car The End of Time, c'est le dernier voyage de Russell T Davies, David Tennant et beaucoup d'autres personnes qui les ont accompagnés depuis le retour de la série en 2005. En somme, c'est la fin d'une ère qui fut grandiose, et qui restera pour beaucoup le point de départ de leur passion dévorante. C'est donc une histoire riche en émotions et en fanservice que nous livre Davies avant de tirer sa révérence. Le retour du maître était une excellente idée, surtout vu l'impeccable interprétation de John Simm dans le rôle. Son plan est d'ailleurs aussi débile que génial, ce qui est parfait pour du Doctor Who. Le retour des Seigneurs du Temps et de Rassilon interprété par Timothy Dalton était aussi une sacrée surprise au premier visionnage, puisque les spectateurs de la série moderne n'avaient encore jamais eu l'occasion de réellement les voir. Mais le retour qui fait encore plus plaisir, c'est celui de Bernard Cribbins dans le rôle de Wilfrid Mott, qui cette fois-ci aura le droit à bien plus de présence et d'importance. Ce personnage est tellement adorable qu'on en vient à regretter qu'il ne soit pas monté à bord du TARDIS plus tôt. Chacune de ces scènes sonne aussi authentique que touchante, surtout maintenant depuis le récent décès de l'acteur. Bernard Cribbins nous aura offert une performance incroyablement marquante qu'aucun fan ne pourra oublier. Je vais bientôt mourir. Moi aussi, ça m'arrivera un jour. Ça, je vous l'interdis. Bon, j'essaierai de faire attention. Mais bien sûr, c'est la fin de la deuxième partie qu'on retient généralement le plus, à la fois pour la tournée d'adieu du 10e Docteur, qui permet également à Davies lui-même de dire au revoir à ses personnages, mais aussi et surtout pour la scène de régénération. Alors c'est pas très original, mais personnellement c'est l'une de mes scènes préférées de la série. Évidemment, comme à peu près tous les fans, même ceux qui l'ont renié entre-temps par pur anticonformisme, j'ai été un fan absolu du Docteur de David Tennant. Comme beaucoup d'autres, j'ai donc été profondément attristé lors de son départ. Mais à l'époque, je ne me doutais pas un seul instant que j'allais encore plus adorer l'ère et l'incarnation suivante. Du coup, aujourd'hui, quand je revois cette scène, j'y vois surtout un magnifique passage de flambeau entre mes deux docteurs préférés de la série.
Utopia, c'est d'abord une chouette histoire nous montrant une race humaine du futur survivant à un monde hostile grâce à l'espoir qu'il cultive, et réintroduisant Jack Harkness au passage, jusqu'à ce que l'épisode se révèle en fait être une introduction au final de la saison 3. J'ai pas beaucoup eu l'occasion de parler de l'ère Davies sur cette chaîne, et cette vidéo est justement là pour réparer cette erreur, mais sachez que j'aime vraiment beaucoup la saison 3. J'ai pu évoquer Gridlock un peu plus tôt, et c'est dans cet épisode qu'on aura un premier indice sur ce qui nous attend en fin de saison. Vous n'êtes pas seul, sont les énigmatiques derniers mots de Face de Beau. Plus tard, l'excellent diptyque sur la famille de sang introduira l'arc caméléon et la montre des seigneurs du temps, transformant un Gallifréen en humain. Dans Utopia, tous ces éléments entrent enfin en collision, amenant au retour du maître. Une révélation tellement brillamment mise en scène que même en n'ayant jamais jeté un œil à la série classique, on comprend l'ampleur de l'événement et de la menace au sein de la diégèse. Vient alors The Sound of Drum, qui nous montre le maître prenant le contrôle du Royaume-Uni, puis du monde. Une montée en tension absolument grandiose qui en fait l'un des meilleurs finales de saison de la série, jusqu'à ce qu'arrive la dernière partie. N'allons pas par quatre chemins, je n'aime pas du tout la résolution délivrée par Last of the Time Lord. J'adore tout le reste de l'épisode, mais pas la résolution finale. Mais je n'en parlerai pas plus ici puisque ça fera l'objet d'une vidéo à part. C'est donc surtout Utopia et The Sound of Drum qui occupent cette 5ème place, et je garde Last of the Time Lord pour plus tard. Si le final de la saison 3 était imparfait, celui de la 4 est tout simplement un sans faute. En fait c'est très simple, il y a tout dans ce double épisode. C'est le véritable apogée de l'ère Davies, qui n'est pourtant même pas encore tout à fait terminé. Car en plus d'être le climax de ces 4 premières saisons modernes, c'est aussi le crossover ultime entre tous les spin-offs lancés durant la même période. Ainsi on retrouve une partie du casting de Torchwood, mais aussi de Sarah Jane Adventure. Alors certes, ce dernier n'a malheureusement jamais été diffusé en France, mais on connaît au moins Sarah Jane pour son apparition dans School Reunion en saison 2, donc elle ne semble pas sortir de nulle part. Mais le personnage le plus marquant de ce final est sans nul doute Davros. Une découverte pour les spectateurs de la série moderne, et un retour inattendu pour les connaisseurs des classiques. Personnellement, en un double épisode, il est devenu mon antagoniste préféré de la série. C'est un méchant tout ce qu'il y a de plus cliché, mais son apparence, sa prestance et son importance au sein de la mythologie le rend instantanément marquant. Alors c'est vrai qu'il y a des aberrations scénaristiques, comme la fausse régénération ou le clone du docteur émergeant de sa main, mais c'est typiquement le genre d'anomalie que Davies arrive à rendre crédible je trouve. David Tennant qui se régénère en David Tennant, sur le papier c'est absurde, mais quand il t'explique qu'il s'est servi de l'ADN présente dans sa propre main tranchée pour pouvoir garder son apparence, ouais c'est débile, mais t'y crois. Pareil pour son clone humain qui arrive à point nommé dans le scénario, c'est débile, mais l'écriture de Davies parvient miraculeusement à te faire avaler ça sans trop de difficultés. Ce final restera donc dans les mémoires comme ce climax épique et l'aboutissement de 4 formidables saisons. Je veux que vous sachiez qu'il y a des peuples qui vivent dans la lumière et qui chantent des chansons sur Donna Noble. À des centaines de millions d'années-lumière et qui n'oublieront jamais Donna. Même si elle ne le sait pas. Et pendant un moment, un extraordinaire moment, elle était la femme la plus importante dans tout l'univers. Elle l'est toujours. Vous savez, je crois que j'ai toujours été fasciné par le fait qu'absolument tout dans la vie est le résultat de choix qui ont été faits à un instant précis. Tout repose sur des choix. Si je n'avais jamais regardé France 4 aux heures de diffusion de Doctor Who, je ne serais pas là à vous parler et vous ne seriez pas là à m'écouter. En fiction, cet état de fait prend une dimension tout autre. Par exemple, le tout premier film Spider-Man aurait dû être réalisé par James Cameron, avec potentiellement Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. Mais le plus fou, c'est qu'il est possible d'avoir accès au scénario préparatoire, tout comme celui du Star Wars 9 de Colin Trevorrow, qui avait le potentiel de proposer une conclusion bien plus satisfaisante à la trilogie de Disney. Les scénarios alternatifs sont tellement fascinants que certaines licences s'en servent comme source créative, comme chez Marvel avec les fameux What If, qui inspirera Star Wars d'ailleurs, avec leur série de comics appelée Star Wars Infinities. Il y a un autre exemple qui me fascine, c'est le cas du premier animé Full Metal Alchemist, qui propose une histoire complètement différente du manga qu'il adapte, en partant de la même base.
Bref, tout ça me passionne, pas étonnant donc que Turn Left se retrouve dans mon top 3 personnel des épisodes de Russell T Davies. Turn Left part d'une idée simple, et si le docteur venait à mourir? Et concrètement, si c'était le cas, bah ça serait franchement la merde. Voilà ce que cet épisode parvient à brillamment raconter, tout en amorçant le final de la saison que l'on vient d'aborder à l'instant. Turn Left nous montre un monde qui peine à se relever des trop nombreuses catastrophes qu'il se prend de plein fouet, car plus personne n'est là pour les empêcher. Mais au-delà de ça, ce qui frappe le plus au revisionnage, c'est l'aspect clairement politique de cet épisode. C'est marrant parce que, encore récemment, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un qui me disait que Doctor Who était devenu beaucoup trop politique depuis les saisons de Chris Chibnall. Alors que, sans déconner, y a pas plus politique que l'ère Davies. Rien que le titre original de l'épisode, Turn Left, est déjà hyper clair sur son sous-texte qu'il n'essaie même pas de cacher. L'histoire, c'est quand même littéralement Donna qui doit impérativement tourner à gauche durant un moment décisif, parce que si elle tourne à droite, le monde prendra une direction catastrophique. Et après, il y a des gens qui osent dire que la série est devenue trop politique dernièrement. Et si vous pensez que j'exagère ou que ce n'est qu'un symbolisme de façade, il y a une scène en particulier qui est encore plus claire quant aux thématiques abordées par l'épisode. Les camps de travail. C'est déjà comme ça qu'ils les appellent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça recommence. Excusez-moi! Où est-ce que vous les emmenez? Turn Left se permet d'aborder des sujets bien plus humains et bien plus sensibles que des invasions aliens. Alors oui, au-delà de son concept science-fictionnel fascinant, Turn Left est en fait probablement l'épisode le plus politique de la série moderne. Waters of Mars est un épisode écrit par Phil Ford et Russell T Davies, mais vu la réussite et l'importance qu'il représente, j'ai tendance à penser que c'est un peu plus un épisode de Davies. Car oui, Waters of Mars fait partie de ces chefs-d'œuvre inoubliables qui rendent cette série si exceptionnelle. Un épisode d'une perfection millimétrée, dont on ne peut ressortir indifférent. Sur la fin de son existence, le 10e Docteur croise la route d'individus qui ont marqué l'histoire par leur accomplissement, mais aussi par leur mort inévitable dans la première station martienne. Mais lorsque vous avez le pouvoir de changer les choses et que vous êtes le dernier des seigneurs du temps, qui pourra vous empêcher de briser les lois du temps pour tenter de sauver des vies condamnées ? Beaucoup de gens pensent, selon moi à tort, que dans cette histoire, le docteur tente de sauver les personnes présentes sur la station uniquement par ego, mais c'est faux, car c'est avant tout sa compassion qui le pousse à faire ce choix. Personnellement, je préfère largement un docteur qui décide de briser les lois du temps parce qu'il est incapable de laisser mourir sans rien faire ces personnes qu'il vient de rencontrer, plutôt qu'un docteur qui, à l'inverse, laisse mourir un type en face de lui sans essayer quoi que ce soit. Je sais que je ressors trop souvent cet exemple, mais pour moi ce qui caractérise le mieux le docteur, c'est sa compassion. Et ce que le docteur réalise dans Waters of Mars, quoi qu'on en dise, c'est un acte de pure compassion. Alors oui, au final il ne réussit à sauver que 2 personnes sur les 9 présentes dans la base, mais au moins il a essayé, et c'est ça qui me plaît tant dans le personnage du docteur. Il sait qu'il ne devrait pas, il sait que la situation est désespérée, mais il tente quand même, parce qu'il ne supporterait pas de les abandonner à leur sort. Après tout, pourquoi être déterministe quand on peut être altruiste ? Alors oui, sur la fin, il a un léger excès de confiance parce qu'il réalise enfin le pouvoir qu'il possède et l'impact que ça implique, mais personnellement, je reste persuadé que pour peu qu'on ait un minimum de compassion, n'importe qui aurait agi de la même manière. Imaginez-vous à sa place, vous rencontrez des personnes dont vous connaissez le destin funeste, mais vous avez une machine à voyager dans le temps et l'espace, donc vous avez le pouvoir de les sauver. Auriez-vous vraiment le courage de repartir sans rien faire ? Le docteur fait ici un choix que je trouve parfaitement compréhensible et qui relève avant tout de l'altruisme. Malgré tout ce que ça implique, peut-on vraiment lui reprocher ça ? La première place de ce classement ne sera probablement une surprise pour personne, puisqu'il s'agit de l'un des épisodes les plus encensés de Russell T Davies, voire même de la série, et il s'agit bien entendu de Midnight. Pour être parfaitement honnête avec vous, plus le temps passe et plus je regrette de ne pas l'avoir intégré à mon top 10 des meilleurs épisodes de la série. Comme ça en plus ça aurait fait un peu moins d'épisodes de Moffat.
Cette vidéo va donc me permettre de rattraper un peu mon erreur. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis particulièrement fan des épisodes concept que nous propose parfois la série, et Midnight en est la plus belle démonstration. Davies a lui-même confié avoir été inspiré par ce comportement enfantin qui consiste à répéter de manière exacte et systématique les paroles de son interlocuteur. Mais lorsque la situation ne s'y prête pas, ce genre d'agissement peut très vite devenir angoissant. Et c'est sur ce principe purement brillant que repose Midnight. Un principe qui se matérialise à travers 3 différents paliers de progression, dans le but d'augmenter petit à petit la tension. D'abord, l'entité infiltrée répète les phrases des personnes présentes à bord de la navette, puis sans qu'on s'en aperçoive, elle se met à les prononcer en même temps, avant de mystérieusement parvenir à anticiper les paroles du docteur. Une montée en tension parfaitement maîtrisée et purement géniale. En fait, c'est un peu le Heaven Sent de Davies, puisque là encore, le docteur devra se débrouiller seul. Mais seul face à des êtres humains en panique. Et des humains en panique peuvent très vite devenir bien plus cruels que n'importe quelle race alien. Et c'est ça que je trouve particulièrement fort dans cette histoire. La vraie menace de l'épisode n'est pas tant l'entité que les passagers qui se montent la tête entre eux, au point de faire de mauvais choix. Le docteur se retrouve finalement tellement démuni que ce n'est même pas lui qui sauvera la situation, mais bien l'hôtesse, la seule qui finit par réellement comprendre où se situe véritablement le problème, et qui aura le courage de se sacrifier pour sauver le reste du groupe. C'est peut-être la première fois que l'on voyait le docteur aussi impuissant face à un problème si complexe, et c'est sans doute ce qui rend Midnight si marquant. Une réussite d'autant plus impressionnante que Midnight est un épisode écrit un peu à l'arrache en dernière minute, puisqu'il n'était pas du tout prévu au départ. En effet, à la base, c'est Tom McRae qui avait écrit un épisode centré sur une maison hantée, mais il fut décidé que son ton très léger le rendait un peu trop similaire à Unicorn and the Wasp. Il a donc été évincé et remplacé un peu en urgence par Russell T Davies, qui a donc dû improviser un script dans la précipitation. De la contrainte naît la créativité, et Midnight en est le plus bel exemple. Russell T Davies a écrit beaucoup de bons épisodes, alors avant de conclure, voici quelques mentions honorables. The End of the World et le final de la saison 1, Bad Wolf et Parting of the Way, sont des épisodes qui auraient pu finir dans ce classement, mais il a fallu faire des choix. Enfin, je rappelle à nouveau que Doomsday est l'épisode de Davies qui m'a le plus marqué, alors il aurait également dû en faire partie, mais si vous voulez m'entendre en parler, je vous renvoie vers mon précédent top 10. Au final, en faisant cette vidéo, j'ai réalisé que Russell T Davies était à mi-chemin entre Steven Moffat et Chris Chibnall. Parfois, comme Chris Chibnall, il écrit des épisodes bons, mais pas spécialement marquants, à l'image de ses débuts de saison, Rose, New Earth, Smith & Jones ou Partner in Crime. Puis parfois, comme Steven Moffat, il parvient à marquer la série par son talent et nous sort des immenses chefs-d'œuvre au concept fort, comme Midnight, Turn Left, Gridlock ou Waters of Mars. Du coup, je comprends pourquoi Russell T Davies est le scénariste qui parvient à mettre tout le monde d'accord. Il représente la synthèse parfaite entre tous les styles permis par cette série. Alors forcément, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour les années à venir.